Bonjour à tous. Donc, moi, je vais vous présenter un rapport qui porte sur les monnaies digitales de banque centrale qu'on a rédigé à l'Observatoire de la finance, où je collabore donc avec Paul Demitsky. Et donc là, c'est le titre de ma présentation correspond au titre de ce rapport. Si la thématique vous intéresse, vous pouvez le télécharger. Donc, il est disponible sur le site de l'Observatoire de la finance en français, en anglais et en allemand. Donc, si jamais, n'hésitez pas à aller jeter un œil. Voilà. Donc l'idée un peu de cette conférence, de ce colloque, c'est qu'on est un peu à un tournant dans le débat sur la digitalisation de la monnaie. En particulier depuis l'annonce du lancement de la Libra, on a eu plusieurs interventions de responsables des institutions monétaires dans le monde qui ont évoqué de manière plus marquée la possibilité pour les banques centrales de développer des monnaies digitales de banque centrale. Il y a notamment, je trouve que la première citation de Benoît Cœuré de la Banque centrale européenne, disons, résume bien le tournant dans lequel on est, où il dit que ça a été un wake-up call pour les gouvernements et les banques centrales et que donc les régulateurs intensifient leur réflexion sur la monnaie numérique de banque centrale. Il y avait aussi le gouverneur de la Banque d'Angleterre qui avait émis l'idée d'une monnaie digitale de banque centrale, mais émise à un niveau global. Et puis Bruno Le Maire, le ministre français de l'économie, qui s'était aussi assez fortement démarqué en émettant l'idée que c'était le temps maintenant de créer de réfléchir au moins à une monnaie digitale de banque centrale. Et puis il y a aussi Madame Lagarde qui a de fortes chances de se retrouver à la Banque centrale européenne, qui a fait plusieurs interventions assez favorables donc aux monnaies digitales de banque centrale. Donc c'est une idée qui a, c'est vrai, le vent en poupe depuis l'annonce de la Libra. Alors, ouais, dans l'autre sens. Voilà. Donc, le plan de ma présentation. Donc, d'abord, je vais essayer simplement de définir un peu ce que c'est qu'une monnaie digitale de banque centrale. Ensuite, je vous exposerai un peu les motivations qui sont celles des banques centrales, puisqu'il y a de nombreuses banques centrales qui étudient le sujet, qui ont fait des rapports de recherche et qui exposent quelles sont leurs motivations. Après, je dirai quelques mots sur comment l'émission et la distribution se fait, et puis quels sont les problèmes ou les critiques, disons, qui sont soulevés par rapport à cette idée. Alors, pour définir très simplement les monnaies digitales de banque centrale, on peut dire simplement que c'est du cash digital. Donc, ça a les caractéristiques du cash qui sont transférées au niveau digital. Alors, si on regarde l'accès, comme le cash, c'est un accès universel, donc tout un chacun peut posséder de la monnaie digitale de banque centrale. L'émission, comme pour le cash, c'est la banque centrale et non pas les banques commerciales donc, qui sont en charge. La transmission, comme pour le cash, se ferait de pair à pair, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'intermédiaire, c'est en direct. Et puis donc la seule différence, c'est que ce serait sous forme digitale. Si on va aller un peu plus loin dans la comparaison avec les formes de monnaie existantes, alors sur ce schéma, en fait, je ne sais pas si ce prompteur marche. Voilà. Là, on voit donc la monnaie fiduciaire, donc, qui est le cash physique qu'on a tous dans nos porte-monnaies, de moins en moins, mais on en a encore. Donc, il y a deux caractéristiques, c'est que c'est émis par la banque centrale et l'accès est universel. En revanche, c'est sous forme physique et pas électronique. Si on regarde la monnaie scripturale de banque commerciale, c'est donc les dépôts bancaires. L'accès est universel et c'est sous forme électronique. Et donc, ce n'est pas émis par la banque centrale. Ça signifie qu'il y a aussi un risque de crédit derrière. Il y a une troisième forme de monnaie qui existe, qui est la monnaie de réserve de banque centrale. Donc c'est une monnaie auquel nous n'avons pas accès, donc l'accès n'est pas universel, c'est uniquement les banques commerciales qui y ont accès dans les règlements interbancaires. Donc c'est la banque centrale qui émet cette monnaie, elle est électronique, mais nous n'y avons pas accès. Et puis donc ce que j'appelle la CBDC, donc c'est un acronyme qui vient de l'anglais mais que j'utilise ici parce qu'il est très répandu, donc c'est Central Bank Digital Currency, donc c'est la monnaie digitale de banque centrale. C'est la seule forme de monnaie qui réunirait ces trois caractéristiques, donc à la fois émise par la banque centrale, accessible à tous les citoyens et sous forme donc électronique. Voilà, donc concernant les motivations des banques centrales, alors l'idée générale, c'est effectivement de proposer une alternative qui serait publique et fiable, une alternative aux crypto-monnaies privées. Ça, c'est une idée, disons, générale. Après, c'est évidemment aussi, on le lit dans les rapports des banques centrales, limiter les menaces à la stabilité et l'intégrité du système financier, puisque quand même si au début ces crypto-monnaies n'étaient pas très prises au sérieux,
elles sont toujours là, leur nombre augmente, et puis quand même les menaces que ça fait peser sur le système sont quand même maintenant prises en considération. Et donc d'avoir une monnaie digitale de banque centrale serait un moyen aussi d'avoir un moyen de paiement plus sûr. Garantir accès au cours légal sous forme électronique. Ça, c'est un argument, une motivation à interpréter dans le cadre aussi de la disparition du cash. Dans des pays comme la Suède, vous avez presque plus de cash. Ça veut dire qu'en fait, les citoyens n'ont pratiquement plus accès au cours légal, hein, puisque en Suisse en tout cas, mais je crois que c'est comme ça dans la plupart des pays, le cours légal, c'est seulement le cash qui est sous forme de cours légal. Et donc, si on perd, s'il n'y a plus de cash, si on vit dans des sociétés sans cash, en fait, on est dépendant de la monnaie bancaire privée et on n'a plus accès au cours légal. Et une monnaie digitale de banque centrale permettrait de pérenniser, si on veut, un accès au cours légal sous forme électronique. C'est aussi un moyen, évidemment, de maintenir un système de paiement plus sûr, puisque avec une monnaie digitale de banque centrale, il n'y a pas de risque de crédit, hein, puisque la banque centrale, même s'il y a eu des épisodes, disons, elles peuvent être en difficulté, les banques centrales, bien sûr, mais elles sont moins susceptibles, en tout cas, de faire faillite qu'une banque commerciale en cas de crise. Elles ont généralement les réserves et les capacités d'imprimer de la monnaie et de faire face à des périodes d'instabilité. Garantir une forme d'anonymat et de confidentialité. La monnaie digitale de banque centrale, comme les paiements électroniques, ne sont pas totalement anonymes, mais elles préservent disons, la privacité, le caractère privé des paiements, tout en permettant, s'il y avait des suspicions de blanchiment d'argent ou je ne sais quoi, de mener des enquêtes et de retrouver des informations. Et puis c'est aussi une façon de maintenir un lien direct avec entre les banques centrales et les populations, puisqu'en fait le cash, à travers le cash, c'est le seul lien qu'on a, nous, en tant que citoyens, avec les banques centrales. Donc elles ont un rôle social à travers le cash, et s'il n'y a plus de cash, et bien, finalement les banques centrales n'ont plus de rôle dans le paiement, dans les paiements de détail. Par contre, avec une monnaie digitale de banque centrale, elle pourrait maintenir ce lien avec les citoyens, finalement, un lien direct. Voilà en gros pour les motivations des banques centrales. Maintenant, une autre motivation, c'est évidemment d'améliorer l'efficacité du système de paiement. Alors, une des premières choses, évidemment, c'est de réduire le coût du cash. Il est très difficile à estimer ce coût du cash, mais selon certaines recherches, il est estimé à environ 0,5% du PIB dans les pays de l'Union européenne. Alors, réduire le coût du cash, ça aura des avantages pour au moins 3 acteurs. Évidemment, pour les banques centrales qui sont chargées de produire, d'émettre, de gérer, mais aussi de détruire le cash. Tout ça a un coût économique, mais aussi écologique, hein. Les banques commerciales et les entreprises, évidemment, qui ont des coûts de gestion du cash. Pour la distribution du cash, évidemment, les distributeurs de billets automatiques ont aussi un coût, on pourrait éventuellement s'en passer. Et puis les transports de fonds, enfin, toutes ces choses impliquées par la gestion du cash. Et puis pour les utilisateurs finaux, c'est-à-dire nous, ces économies pourraient être répercutées sur les utilisateurs, où on aurait un moyen de paiement meilleur marché, et puis des coûts non monétaires, par exemple, donc les coûts non monétaires, ce serait la distance parcourue pour aller chercher du cash à la banque, ce genre de coûts disparaîtrait. Et puis une meilleure protection des droits des consommateurs, ça sera davantage développé par M. Manfrini, mais qui me succédera, mais c'est aussi un système de paiement moins cher, avec des commissions moins importantes. Une autre façon d'améliorer l'efficacité du système de paiement, c'est aussi pas seulement réduire le coût du cash, mais des gains d'efficacité. Je pense qu'on a tous des fois payé des choses en ligne sur Internet, et des fois on a arrêté notre transaction de paiement de peur qu'il y ait une commission trop importante, qu'il y ait un risque de hacking ou qu'il y ait une confidentialité, des informations confidentielles qu'on ne voulait pas divulguer. Alors, ces transactions qui ne sont pas réalisées pourraient peut-être être réalisées justement avec un système qui serait garanti par la Banque centrale, digital, et donc qui serait plus sûr en termes de sécurité, de confidentialité, et avec des frais moins importants. Ça a aussi des avantages pour les gouvernements. On peut imaginer, par exemple, pour la perception de la TVA, par exemple, puisqu'une façon de soustraire au paiement de la TVA, c'est par le cash. Alors, si le cash venait à être réduit ou à disparaître et qu'il y avait une monnaie digitale de banque centrale, on pourrait
réduire ce qu'on appelle donc le trou de la TVA, qui en Suisse est estimé à environ 1 milliard. Donc ça, ce serait aussi une façon pour les gouvernements d'améliorer l'efficience de la perception de cette taxe, et puis d'améliorer aussi la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme, puisqu'avec le traçage des paiements avec une monnaie digitale des banques centrales, on peut retrouver beaucoup d'informations plus facilement en tout cas qu'avec le cash. Une autre motivation qui consiste à favoriser l'inclusion financière, donc ça concerne plus précisément les économies émergentes, puisqu'il y a environ 1,7 milliard d'adultes non bancarisés dans le monde, selon la Banque mondiale. Environ 2/3 de ces 1,7 milliard, donc 1,1 milliard, possèdent néanmoins un téléphone portable, ce qui pourrait leur permettre d'accéder à des services financiers via leur téléphone, surtout que les réseaux de téléphonie mobile sont, enfin pas dans tous les pays d'Afrique par exemple, mais dans beaucoup de pays sont en fait très bien développés. Donc dans ces pays-là, une monnaie digitale de banque centrale pourrait permettre à des personnes qui n'ont pas de compte bancaire et qui ne sont pas en capacité d'en avoir un, d'avoir accès quand même à un système de paiement via leur téléphone ou via une tablette. Ça permettrait d'accéder à une monnaie donc, qui serait plus sûre, qui aurait cours légal. Ça renforcerait donc la confiance et la sécurité. De nouveau, c'est une monnaie où il n'y a pas de risque de crédit. Et puis surtout, ce que j'ai mis en gras, c'est l'interopérabilité, parce que dans beaucoup de pays, par exemple d'Afrique, il y a des monnaies, il y a certains systèmes comme M-Pesa au Kenya, ou des systèmes privés qui sont relativement performants, mais qui ne sont pas toujours interopérables. Donc ça veut dire que si on est sur un opérateur téléphonique, par exemple, on ne peut pas faire des transactions avec quelqu'un qui serait sur un autre opérateur téléphonique, un opérateur différent. Donc ça limite le champ en fait, des paiements. Alors qu'une monnaie digitale de banque centrale aurait l'avantage d'être complètement interopérable, c'est-à-dire qu'elle serait compatible avec tous les systèmes de paiement privés sur le territoire. Donc ça, c'est un avantage assez important. Voilà, une autre motivation des banques centrales, ça touche à la politique monétaire, puisqu'on pourrait, en tout cas c'est ce qui est décrit dans certains rapports, améliorer l'efficacité de la politique monétaire traditionnelle avec un contrôle en temps réel de la quantité en circulation, et puis des adaptations potentiellement plus rapides en fonction de la conjoncture, puisqu'avec ce système de monnaie digitale de banque centrale, on pourrait effectivement suivre la quantité exacte de monnaie en temps réel et de manière très précise. Ça permettrait aussi d'élargir le champ de la politique monétaire avec des nouveaux mécanismes pour relancer l'activité économique, puisqu'actuellement, avec les taux bas, on est des fois un peu en panne d'inspiration pour savoir comment relancer l'activité. Alors, comme l'avait évoqué Sergio Rossi, avec les taux d'intérêt négatifs, ils ne sont pas toujours efficaces, parce il y a des effets d'éviction avec la possibilité, par exemple, de faire de l'épargne avec du cash. Alors, avec une monnaie digitale de banque centrale, on pourrait éventuellement appliquer des taux d'intérêt négatifs, et puis du coup ce serait plus efficace puisqu'il n'y aurait pas la possibilité de sortir finalement la monnaie du système par le cash. Et puis il y a cette fameuse proposition de monnaie hélicoptère qui s'appelle aussi Quantitative Easing for the People. Donc c'est l'idée d'une relance de l'activité économique par finalement un transfert, une ration monétaire qui serait distribuée à tout un chacun pour dépenser en fait et puis relancer l'activité économique. Concernant l'émission et la distribution d'une monnaie digitale de banque centrale, alors là il faut préciser qu'il y a deux approches, parce que souvent dans la littérature c'est l'approche par les comptes, ou dans les discussions l'approche par les comptes qui est souligné. Donc, par les comptes, c'est l'idée que chaque citoyen aurait un compte auprès de la Banque centrale. Donc ça, c'est une possibilité. Un des problèmes de cette approche, c'est que ça engendrerait évidemment une charge administrative importante pour les banques centrales, outre le fait que ce n'est pas du tout leur champ d'intervention à la base, et ça crée une concurrence directe avec les banques commerciales. Un pays qui a tenté de mettre en œuvre ce système, enfin qui l'a mis en œuvre pendant un certain temps, c'est l'Équateur. Mais le système a été fermé en 2018 parce qu'ils n'ont pas réussi à attirer suffisamment d'utilisateurs et un volume de transactions assez important. Mais une monnaie digitale de banque centrale par les comptes a été mise en œuvre en Équateur. Donc les citoyens pouvaient ouvrir un compte auprès de la Banque centrale.
Et puis l'autre approche, c'est l'approche par la valeur qui, alors elle, donc elle n'implique pas de l'ouverture de compte auprès de la banque, elle passe par, en fait, par les intermédiaires financiers traditionnels, donc les banques commerciales ou d'autres institutions financières, qui n'ouvrent pas des comptes pour les utilisateurs, mais des portefeuilles digitaux, des portefeuilles électroniques, si vous voulez. Donc ce seraient des institutions qui auraient été agréées au préalable pour ouvrir ces portefeuilles digitaux que tout le monde pourrait avoir en plus de son compte bancaire. Donc ce n'est pas du tout exclusif, hein, c'est en même temps. Et là, ça aurait l'avantage que ce ne serait pas la banque centrale de gérer tout ça, mais ce serait donc les intermédiaires financiers. C'est une approche un peu plus orientée sur le marché, qui pourrait avoir aussi pour vertu de stimuler l'innovation et la compétition. C'est l'approche, par exemple, qui est privilégiée par la Banque de Suède, qui est une banque qui est une des plus avancées dans l'étude des monnaies digitales de banque centrale, qui a déjà rédigé 2 voire 3 rapports sur la question, et qui, je crois, est au stade de l'expérimentation, et il y a de fortes chances qu'ils aillent plus loin. En tout cas, ils ont l'air d'être très motivés par l'idée. Et donc, cette approche, elle est intéressante parce qu'elle ne nécessite pas de compte bancaire. Vous pouvez très facilement en fait, ouvrir un portefeuille et puis après échanger vos francs suisses digitaux, par exemple, ou de pair à pair, comme ça, sans compte. 5 minutes, d'accord. Voilà, donc en résumé, les caractéristiques d'une monnaie digitale de banque centrale qui serait similaire au cash. Donc évidemment, la dénomination, ce serait en devise souveraine. Elle aurait cours légal. La convertibilité en cash est assurée sans commission. Donc vous pouvez convertir vos francs digitaux en francs suisses. Il n'y aurait pas d'intérêt. Si le but c'est d'être similaire au cash, il n'y aurait pas d'intérêt dessus. Aucune commission de la banque centrale. L'accès serait, donc, comme je disais, universel. C'est ouvert à chacun. Il faudrait par contre, évidemment, probablement télécharger une application, enfin une technologie sur son smartphone ou sa tablette pour avoir accès. La disponibilité serait 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. La confidentialité équivalente au paiement électronique. L'offre se ferait elle serait assurée par la banque centrale en fonction de la demande. Le canal de distribution donc, se ferait de manière indirecte à travers les intermédiaires financiers. Et puis, les transactions seraient immédiates au moment de la transaction. Les solutions technologiques qui sont évoquées par rapport aux monnaies digitales de banque centrale, donc, c'est vraiment à ne pas confondre avec le Bitcoin et les crypto-monnaies, puisque, en fait, ce qui ressort des premières études des banques centrales, c'est que la technologie de la blockchain n'est pas adaptée, en fait, à la mise en œuvre d'une monnaie digitale de banque centrale. Parce que ce n'est pas le même environnement. Le but, ce n'est pas de faire un Bitcoin Biz. Donc là, avec une banque centrale, il y a précisément un tiers de confiance, un gestionnaire centralisé qui est là, qui a besoin d'une capacité de contrôle centrale, précisément. Il faut aussi une énorme puissance de calcul pour traiter des transactions d'un nombre extrêmement important selon les pays. Il y a aussi un coût énergétique et écologique, si on utilisait la blockchain, qui serait totalement exorbitant. Et puis on a des technologies avec l'informatique quantique et la cryptographie qui offrent pour l'instant en tout cas des performances supérieures que la blockchain. Donc pour l'instant la blockchain est considérée comme n'étant pas suffisamment mature pour être appliquée à des monnaies digitales de banque centrale. Et elle est plutôt pas du tout envisagée pour l'instant, mais ce n'est pas exclu que ça change à l'avenir avec les améliorations qui sont faites à la blockchain. C'est vrai que les choses bougent très vite en ce moment. Au niveau des défis pour les banques et la stabilité financière, donc la monnaie digitale des banques centrales, c'est important de ne pas confondre ça avec la monnaie pleine. Hein. Le but est pas de remplacer les comptes bancaires hein, et d'interdire aux banques d'émettre de la monnaie. Ça, c'était l'objectif de la monnaie pleine. Le but, ce serait de compléter l'offre actuelle avec la possibilité pour les citoyens d'avoir un portefeuille digital en monnaie digitale de banque centrale. Donc c'est vraiment, les banques commerciales restent tout à fait libres de continuer à développer des activités de crédit et d'attirer des dépôts comme c'est le cas actuellement. En fait, pour les banques, on ne touche pas du tout aux compétences des banques, mais c'est une offre en plus qui s'ajoute à l'offre existante. Et voilà, donc ça c'est une différence très importante avec la monnaie pleine. Pour la stabilité financière, donc, on aurait évidemment une forme de concurrence entre les portefeuilles
digitaux en CBDC et les comptes bancaires. On pourrait avoir les deux, où les citoyens pourraient se dire, bon, bah, moi, finalement, je vais fermer mon compte bancaire et puis je vais prendre un compte en monnaie digitale de banque centrale. Donc, il y a des risques d'effets de substitution. Ces effets de substitution, ils varient en fonction de deux facteurs. Premièrement, c'est l'attractivité du portefeuille digital en CBDC. Alors, s'il y a un taux d'intérêt, évidemment, ça pourrait être attractif, mais généralement, si le but, c'est d'être similaire au cash, il n'y aurait pas de taux d'intérêt. Donc, ça limiterait l'attractivité d'un portefeuille de CBDC. Ça dépend aussi des frais d'utilisation. Si ces frais sont très bas, ça peut être attractif. Ça dépend aussi de la convivialité de la technologie, de l'interface technologique. Si c'est facile à utiliser, ça pourrait être aussi un argument pour avoir un portefeuille en CBDC. Puis ça dépend aussi de la conjoncture. En temps normal, ces effets de substitution ne devraient pas être très importants parce que finalement, les utilisateurs d'un compte bancaire vont probablement garder leur compte bancaire parce qu'un compte bancaire offre quand même d'autres possibilités, enfin des possibilités supplémentaires. Et puis, les banques offrent des possibilités de crédit, alors qu'avec la monnaie, la CBDC, il n'y a pas de crédit. Il y a aussi toute une gamme de services financiers, le e-banking, des services financiers que les banques proposent qu'un compte en CBDC ne proposerait pas. Donc, c'est plutôt en période d'instabilité ou de crise financière qu'il pourrait y avoir des effets de substitution, où on se dit, bon, ben, on ne sait pas, peut-être ma banque va faire faillite, c'est peut-être mieux que je transfère mon épargne de mon compte bancaire à un compte de monnaie digitale en banque centrale, parce que la banque centrale, elle est moins susceptible de faire faillite, donc je fais vite ce transfert. Et puis, voilà, certains rapports parlent d'un risque d'une ruée vers la CBDC qui pourrait créer de l'instabilité. Il y a toutefois des moyens de limiter ces risques de ruée, par exemple en imposant des limites quantitatives, des plafonds, si on veut, sur les comptes de monnaie digitale, ce qui limiterait les mouvements. Et puis, il y a un contre-argument qu'on peut quand même évoquer, c'est que finalement, la stabilité financière, globalement, elle serait aussi accrue par le fait que, précisément, on aurait accès à un système de paiement plus sûr. Alors, pour les banques, ça pourrait créer une légère instabilité en période de crise ou de stress, disons, financier. Mais pour les citoyens, pour les utilisateurs, c'est quand même en fait un gain de sécurité et ça pourrait bénéficier à la stabilité financière d'ensemble. 2 minutes. Et puis, donc, voilà, à mon sens, je pense qu'il y a plutôt une complémentarité plutôt qu'une concurrence avec les comptes bancaires. Il y aura, je pense, une complémentarité assez forte plutôt qu'une concurrence directe. Alors, en conclusion, donc, comme ça a déjà été un peu dit, paradoxalement, la Libra a relancé l'idée d'une monnaie digitale de banque centrale. Cette idée est encore au stade de la recherche et de l'expérimentation, mais il est très probable que certains pays l'adopteront dans les prochaines années. En Suisse, le postulat Wermuth, qui a été déposé le 14 mars 2018, demande au Conseil fédéral d'examiner la faisabilité et les enjeux de la création d'un crypto-franc. Donc là, c'est le département fédéral des finances qui est en train de rédiger un rapport qui sera rendu d'ici mars 2020. Et donc, c'est une question qui intéresse la Suisse et dont on va certainement reparler à l'avenir et dont M. Manfrini va nous parler aussi plus précisément en évoquant les enjeux juridiques et politiques de la question en Suisse. Voilà, merci.